Bonjour, bonjour. Bon, je suis Michael, non, Gonzo Blogger. Aujourd'hui, je suis à Pesky. A Pesky. No, Oktoberski. Ah, Oktoberski, ¿no? Oui. Oktoberski, que es como un rayón, ¿no? O district de Donetsk. Bueno, je ne parle correctement français, parce que je ne suis français, mais cet entretien sera en français avec Herman Castel, que Herman Castel est un bon, très connu blogueur, aussi à le soutien à la rébellion du Donbass. Lui connaît parfaitement la situation ici parce que lui a été bueno, est militaire aussi. Erwan, peux-tu expliquer qu'est-ce que cette chose? Donc je vais situer très rapidement où nous sommes. Donc nous sommes au nord de Donetsk, après la voie ferrée, et dans un quartier qui est vraiment limitrophe de la ligne de front. Alors la ligne de front est de ce côté-là, hein, c'est le nord. Donc, et c'est un quartier qui a été bombardé depuis le mois de mai 2014 d'une manière très intensive. D'abord par l'aviation ukrainienne, puis par l'artillerie qui continue encore aujourd'hui, 3 ans après, à frapper régulièrement, pour ne pas dire quotidiennement, ce quartier civil. Donc là nous sommes à proximité du marché. Donc, si tu peux filmer un peu derrière. Donc là, toute la palissade qu'on voit ici, c'est le marché d'Oktoberski, c'est le nom du quartier. Ce marché a été bombardé très fortement. Il y a eu plusieurs victimes dans ce marché, dont des enfants. Et donc en hommage aux victimes civiles de cette guerre, on peut voir ici donc des stèles qui ont été érigées l'année dernière par la République populaire de Donetsk et qui rappellent en fait les noms des quasiment 300 victimes qui sont tombées ici sous les bombardements ukrainiens. Ce sont uniquement les victimes civiles que nous voyons ici et qui sont des habitants de ce quartier. De ce quartier, Voilà. Alors pour situer Oktoberski, au niveau social, c'est un quartier dans lequel j'habite, donc sans prétention, je commence à bien le connaître. C'est un quartier très intéressant, pourquoi ? Parce qu'il est très proche de la ville, on est à 20 minutes du centre-ville. Oui. C'est un quartier qui cependant présente, je dirais, une petite ambiance campagnarde. Il y a des étangs qui étaient très fréquentés avant la guerre. On a quelques champs, quelques zones agricoles également en bordure d'Oktoberski. On a des villages, on a le village de Spartak, qui est très connu, qui est tenu aujourd'hui par l'armée républicaine et qui fait l'objet également de combats et de bombardements très violents. On a le village de Pesky, qui lui par contre, alors Pesky se situe donc à l'ouest de la zone aéroportuaire. Et ce village de Pesky, il est aujourd'hui tenu par l'armée ukrainienne. Et il est à environ à 1 km de notre position, même un peu moins d'1 km de notre position au moment où je vous parle. Entre les villages de Pesky et de Spartak, nous avons la zone aéroportuaire, l'aéroport international Prokofiev de Donetsk, et qui a été, dès le début de la guerre, un enjeu stratégique et symbolique très important. Pourquoi ? Parce que autour de cette zone aéroportuaire, il faut préciser que l'aéroport a été remodernisé au moment de la compétition de football. Et donc il venait juste d'être terminé 2 ans avant le début de la guerre. Mais dans le travail de remodernisation de cet aéroport, il y avait des grandes rues, des grands boulevards qui avaient été aménagés jusqu'au centre de Donetsk. Et donc effectivement, quelqu'un qui récupère et qui contrôle l'aéroport peut très rapidement, en un quart d'heure, 20 minutes, se porter avec des véhicules rapides dans le centre de Donetsk. Donc l'aéroport était vraiment un enjeu stratégique très important. Oui. Ensuite, symboliquement, l'aéroport c'était le fleuron un peu de l'économie du Donbass, c'était la fierté des gens de Donetsk. Et donc prendre l'aéroport, c'était également marquer un coup au moral de la population de Donetsk. Oui, je voulais dire une chose, c'est un monument pour l'enfant, non? Oui, alors là nous avons des adultes, oui. Et ici donc effectivement ce petit monument sur lequel on voit déposer des jouets, donc ce sont les enfants qui ont été tués sous les bombardements ukrainiens depuis 3 ans. Ils sont enfants Ouais, alors là c'est des très jeunes enfants, parce qu'il y a des adolescents, les adolescents sont dans les autres.
Je vois que c'est comme un graffiti, non? Oui, oui, tout à fait. Que sont graffiti de militaires ou de... Non, non, c'est un graffiti... peut-être des habitants, non? Ici ou... Bon, c'est des groupes révolutionnaires, mais c'est intéressant parce que là, c'est un magasin qui a été entièrement brûlé. Hein? Donc on peut effectivement faire un petit tour. Donc là, on rentre dans la zone vraiment bombardée. C'est Artyom, non? Artyom Tcherkhov, non? Et Alexei... Je ne connais pas le... Non. Que sont... Je crois que c'est des gens de Lugansk. Jean est d'ici, non? Ici, oui. Un mort, probablement. Ah, parce que c'est tout... oh, c'est un magasin, non? Oui, c'était un magasin qui a été bombardé. Donc ici, on a des dégâts qui sont toujours qui sont laissés tels quels, hein, qui n'ont pas été réparés. Oh, bon. On a les logements qui ont commencé à être réparés grâce notamment aux aides russes. Il y a eu des aides russes qui ont été très très importantes depuis plus de 2 ans. Les habitants qui ont eu leur logement détruit ou fortement endommagés, heureusement, bénéficient avec le concours de la République qui organise justement la distribution de l'aide russe. Ils ont pu réparer leurs toitures, leurs fenêtres, leurs murs hein, qui étaient éventrés. Alors, quand est-ce que la guerre va commencer ici Nous sommes la frontière de facto est très la proche. La ligne de front, elle est là, elle est à 700-800 mètres à peu près. 700-800 mètres de nous. Ouais, ouais, ouais. Et après, c'est contrôlé, non? Contrôlé après, il y a ce qu'on appelle la zone grise. La zone grise. La zone grise qui est entre les deux lignes de front, la ligne de front républicaine et la ligne de front ukrainienne. Mais il faut savoir quand même que les accords de Minsk ont gelé les grandes offensives ukrainiennes, mais que l'armée ukrainienne a réalisé une stratégie qu'ils appellent eux-mêmes saut de crapaud. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont conquérir cette fameuse zone grise. La zone grise. L'armée ukrainienne est en train de réduire... Les accords de Minsk précisent que la zone grise doit être de 2 km. Ah. Sauf que dans le secteur où on est, la zone grise, elle est que de 500-600 mètres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les belligérants peuvent se tirer dessus à l'arme automatique. Donc les Ukrainiens ont réduit cette zone grise jusqu'à transformer dans beaucoup d'endroits du front et créer des zones de contact. Alors le problème d'une zone de contact, on a Yazinovataya, on a Spartak, on a Peski, après on a Trudovski, plus au sud de la République, on a Kominternovo. Ce sont en fait des zones où il est impossible en fait de forcer un cessez-le-feu. On ne peut pas forcer un cessez-le-feu quand les belligérants sont seulement à 200-300 mètres les uns des autres. Donc dès qu'ils se voient, ils se tirent dessus. Voilà. Donc ils se tirent dessus d'abord à l'arme légère, et dans la foulée, on a des tirs de lance-grenades automatiques, puis des tirs de mortier, puis des tirs d'artillerie. Donc en fait, on est dans une rupture permanente du cessez-le-feu parce que les Ukrainiens ont envahi progressivement la zone grise et ont forcé des zones de contact. C'est la situation, aujourd'hui, je crois, comme est la situation militaire aujourd'hui, parce que non c'est comme une bombe. Moi, c'est vrai que non, il n'y a rien ici. Alors, au niveau militaire, alors ici on est dans une zone civile. On est dans une zone civile, mais tout à l'heure on va se déplacer, on va arriver juste en limite de zone militaire. Ah. Voilà. Donc cette zone civile, elle est aujourd'hui en train de renaître tout doucement. Il y a énormément d'appartements qui sont vides parce que les gens ont peur. Les gens ont peur dans la mesure où les bombardements continuent. On a, hier soir, ça a bombardé par exemple dans le secteur. Les gens savent que la guerre n'est pas finie, qu'ici on est dans une zone qui est particulièrement sensible, très proche de la ligne de front et qui fait l'objet en fait d'attaques régulières de la part de l'armée ukrainienne. Donc les gens hésitent à revenir, forcément. Hein, vous avez vu les stèles avec les morts, on ne peut pas demander à toute la population civile d'être des héros de guerre, hein. Ils sont surtout des victimes de guerre. Donc quand ils ont les moyens de changer d'appartement, d'aller plus à l'intérieur de la République, voire en Russie, chez leur famille ou chez des amis, eh bien ils le font. Hein, ils le font. Donc cependant, la vie reprend, comme je le disais à l'instant, la vie reprend. Moi ça fait... depuis 1 an et demi, par exemple, je vois il y a une nouvelle ligne de bus qui a été réouverte ici, des magasins qui sont de nouveau en activité, des appartements qui sont réparés et de nouveau habités. Mais on a aussi des gens qui viennent en journée pour entretenir leur logement et qui le soir ensuite retournent sur Donetsk. Pourquoi? Parce que la plupart des bombardements ont lieu de la tombée de la nuit
je comprends. Jusqu'au, on va dire, minuit, 1h, au mi-temps de la nuit. Oui. Et il y a de nouveau des bombardements un petit peu, très courts, mais assez vifs, au lever du soleil. Oui. Donc les bombardements ont surtout lieu dans la nuit. Oui. Donc du coup, on a beaucoup de gens qui viennent ici en journée pour entretenir, pour tenir un commerce, et le soir, ils retournent vers Donetsk. Voilà. Je comprends. Merci beaucoup, Erwan. Nous, aujourd'hui, est 29, non? 29 août. Correct. Correct, non? Comment se dit le district? Comment se dit? Le district? Si, oui. Alors ici, on est en Oktyabrsky, c'est la zone... Oktyabrsky. Alors, Oktyabrsky, c'est le quartier. Le quartier d'Oktyabrsky, il est divisé aux 2/3 entre le district de Kubishevsky, donc qui est au nord-ouest de Donetsk, et le district de Kievsky, qui est au nord de Donetsk. Donc ici, par exemple, on est sur la zone qui est gérée par Kubishevsky. Et tout à l'heure, on finira en notre tour d'Oktyabrsky sur la zone gérée par Kievsky. Et Spartak est à prochain. Alors, Spartak, c'est à l'est. À l'est, voilà. Je comprends. Merci beaucoup. Merci.